Ah, c'est bon. Bonjour Sarah. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir sur ce live Facebook. Alors, bon, c'est pas chez moi, mais c'est presque chez moi. Et Ah donc, oui? comme pour la semaine des droits de l'enfant, j'ai voulu discuter, faire des lives, échanger avec des collègues qui sont coachs parental, d'autres qui sont thérapeutes. Et donc, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui, Sarah. Donc, tu es Sarah Boulaïd, coach parental et consultante en éducation méthode Filiosa. Donc, on a suivi la même formation, toi et moi. Ouais. Et en plus, tu es sophrologue. Est-ce que tu peux nous Oui, parler de toi très sophrothérapeute. rapidement? Tu peux Eh te... bien, j'ai commencé, j'ai commencé à aller vers l'univers de l'enfant par ma formation de sophrologie et de relations d'aide que j'ai mixée. Donc, je suis sophrothérapeute et je me suis très, très intéressée au monde de l'enfant. J'ai tout de suite voulu me spécialiser dans l'accompagnement des enfants et des adolescents. J'ai commencé à pratiquer en tant que sophrologue en cabinet, donc que avec des enfants. Et je me suis vite rendu compte que il y avait des choses à faire avec les parents parce que voilà, les demandes se faisaient de plus en plus par des parents. Du coup, je me suis orientée vers une formation. Et donc, notre formation de devenir coach en éducation. Et la méthode Philosa me paraissait la plus proche de ce à quoi j'aspirais. Et du coup, me voilà aujourd'hui. Je suis installée à Montmorency, dans le Val d'Oise, et je consulte à mon cabinet, dans mon domicile, euh, installée dans un cadre plutôt naturel et serein. Et puis voilà, Ok, c'est je chouette. consulte aussi en ligne. Ok, super. Donc, bon, on peut savoir effectivement qu'on peut te consulter en tant que coach parental. Alors, cette super formation qui dure 3 ans, hein, on a du Oui, coup vécu cette formation pendant 3 ans ensemble. Et donc, en plus du socle de compétences qu'on a toutes en fait dans cette formation, on a chacune développé aussi des spécialités de par nos affinités, nos intérêts personnels, nos chemins de vie. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, ce qui te fait vraiment, ce qui alors t'intéresse le plus? moi, je me suis vraiment spécialisée dans l'accompagnement des parents et des enfants euh, atypiques, donc 10, notamment tous les troubles 10 et, les TDA, TDAH, les enfants qui ont une différence. Donc j'accompagne des enfants et des adultes en situation de handicap, mais aussi euh, ayant des particularités. Et du coup, voilà, je me suis orientée naturellement vers ces enfants-là par mon expérience à moi, parce que je suis moi-même une adulte atypique et du coup, je suis multidis et j'ai un cerveau atypique qui fait que je sais ce que peuvent vivre ces enfants-là et je sais ce que peuvent vivre les parents de ces enfants-là pour les intégrer dans la société, pour les intégrer à l'école, pour les faire grandir et trouver une aide, c'est pas facile pour Hmm, ses parents parce ouais. on en entend beaucoup parler en ce moment, mais les parents souvent me disent mais je sais pas où aller et du coup je les accompagne aussi à trouver des personnes qui peuvent les aider, donc notamment des orthophonistes, des psychomotes, des personnes qui vont travailler autour de l'enfant. Et moi, je suis là pour les écouter dans leurs difficultés de parents voilà, pour faire tomber beaucoup de mythes qu'on peut mettre autour de ces enfants-là aussi C'est ça, et changer le regard aussi qu'on peut avoir sur eux. changer le regard, ouais. Ça, c'est une de mes priorités Mm. enfin, je pense que dans notre métier, c'est une des priorités, c'est aider les parents et les adultes en général à changer de regard sur les enfants et, Et à et développer penser des relations plus sereines.
plus c'est ça, apaisés avec leurs enfants, du coup. Ok, exactement. génial. Alors aujourd'hui, du coup, tu avais envie de nous parler des enfants d'aujourd'hui. Et oui, j'avais envie de vous parler des enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain. Parce Mhm. que c'est vrai que j'entends souvent, que ce soit en cabinet ou quand je discute avec des adultes, ah oui, non, mais quand je vois les enfants d'aujourd'hui, moi, à mon enfant, j'étais pas comme ça, je me serais jamais permise de dire ceci, de dire cela. Je me rends compte que on a tendance à comparer au niveau des générations et au niveau de notre propre histoire, ce que peuvent vivre les enfants d'aujourd'hui. Et souvent, j'ai l'impression que c'est assez négatif quand on en Mhm. parle. On dit souvent Et aussi les enfants d'aujourd'hui sont plus agités, sont plus sont plus énervés, ils font agités. beaucoup de crises. Mm. Il y a une institutrice de l'école de mes enfants qui un jour m'a dit, un jour elle a dit en réunion, ça fait 20 ans que je travaille, que je suis institutrice, mais vraiment il y a 20 ans, ils n'étaient pas du tout pareils, les enfants. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ce que j'entends aussi beaucoup. Et c'est notamment effectivement des personnes qui sont en lien avec ces enfants qui sont soi-disant plus agités qu'avant et qui comparent. Et c'est important de les écouter aussi, hein. Bien Surtout, sûr. je pense que si elle a 20 ans d'expérience, elle a pu avoir différentes classes et voir différentes générations d'enfants. Et voilà, aujourd'hui, moi, j'ai envie de parler aussi que quand on était enfant, on avait un autre environnement, on vivait dans un autre monde, même la société a évolué. Moi, quand j'ai créé, quand j'ai un petit peu creusé pour cet échange aujourd'hui, j'ai voulu questionner ma grand-mère qui est née dans les années, qui est née dans les années 50. Et je me rends compte que selon les générations, eh bien, effectivement, il y avait des enfants, les enfants, c'était différentes parce que les réponses des parents aussi étaient différentes. Et puis, il y avait des choses qu'on n'avait pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a perdu des choses qu'il y avait avant. Et ça, c'est vrai qu'on peut l'observer. Par exemple, elle me disait que quand elle était plus jeune, euh, elle était beaucoup plus censurée pour aller vers l'information. Par exemple, ses parents contrôlaient un petit peu ce qu'elle lisait. Et quand on connaît son histoire et de quand elle est née quand même dans les années 50, dans, un, dans ce qu'on peut appeler le baby boom. Mm. C'était le moment où dans l'histoire, c'était les moments où les parents faisaient beaucoup d'enfants parce que c'est l'après-guerre. Hein. Oui. Et du coup, elle est née avec des parents qui ont vécu cette période de guerre où il y avait beaucoup de censure. Et du coup, Mm. aujourd'hui, elle me dit, on n'avait pas autant accès aux informations, on ne pouvait pas autant discuter, parler avec nos parents. Et en même temps, elle avait une certaine liberté à l'extérieur quand elle allait à la campagne. Enfin, ça a été très intéressant de discuter avec elle sur son enfance. Et puis, au fur et à mesure, je creuse, et puis après, on remonte dans les générations. Et la génération de ma mère, elle, qui est née dans les années 70, ouais, en 69, donc elle était enfant dans les années 70-80, et on se rend compte que c'est l'après-mai 68, et Mm. c'est après l'ouverture euh, de la vision un petit peu de l'enfant. Il y a eu quand même des droits qui ont été mis en place pour les enfants à cette période-là. Et ça a été un peu une libération de la parole au niveau des, des jeunes, en fait, en général, même des jeunes ados ou enfin, des jeunes adultes qu'on Mm. n'entendait pas avant et elle me disait que avant, on ne pouvait pas parler politique avec sa famille. Mm. Il n'y avait pas d'échange de politique. Aujourd'hui, on peut se rendre compte que dans les familles, il y a différents échanges, on peut plus débattre et qu'il Mm. y a plus d'écoute. Oui, les Et choses donc, ont vraiment changé, oui. Dans la il y a beaucoup société, de en choses. fait, la société a vraiment beaucoup changé. C'est ça. Donc C'est forcément, pour ça que les c'est pour ça que habitants c'est aussi. intéressant pour moi d'en discuter aujourd'hui et de revenir dans l'histoire parce que on se rend compte que par toutes ces avancées et par toutes ces générations différentes, eh bien aujourd'hui, on est dans une génération où
ou par exemple la génération de ma mère, où on a initié cette prise de parole, on pouvait un petit peu plus prendre de place, eh bien, ça a ouvert ce dialogue avec les enfants. Et aujourd'hui, on parle à nos enfants, c'est plus facile. Je ne dis pas que toutes les familles, c'est comme ça, mais c'est plus facile de discuter. Mais en tout cas, le regard sur l'enfant a quand même changé. Aujourd'hui, Oui. le regard sur l'enfant n'est pas le même, de par les travaux de Françoise Dolto, ensuite la Convention internationale des droits de l'enfant, qui disent que l'enfant est une personne. Donc, mine de rien, depuis une trentaine, on va dire une grosse quarantaine d'années, il y a un regard qui change quand même sur l'enfant. On le considère comme une personne, mais bon, c'est encore, Il y a encore du travail, il y a encore du effectivement. travail, c'est encore un peu compliqué. Et donc, Quand oui. on voit voilà, quand on remonte dans l'histoire, on voit qu'il y a des choses qui ont été quand même positives. Et quand je discute avec ces parents qui me disent ça et qui ont ce regard sur leur enfant, oh mon Dieu, c'est négatif, on a perdu ce respect. Souvent, c'est ça qui ressort, hein, la notion de respect envers les aînés, les parents. On a perdu ça. Eh bien, je les invite souvent à revenir sur leur propre histoire. Et d'ailleurs, en faisant ça avec ma grand-mère, elle-même dit, j'aurais aimé pouvoir discuter avec mes parents. J'aurais aimé pouvoir échanger sur des sujets qui n'étaient pas possibles et même qui n'étaient pas possibles avec les autres adultes de la société, donc les instituteurs. Il n'y avait pas autant de débats qu'on a aujourd'hui dans les écoles, par exemple. Alors, on sait toutes les deux, hein, de par le métier qu'on fait, parce qu'on reçoit beaucoup de parents, que aujourd'hui, les parents, ils sont plutôt contents, en fait, de pouvoir avoir des relations complices et de pouvoir discuter avec leurs enfants, de pouvoir partager des activités avec eux. C'est vrai qu'aujourd'hui, les parents, de par aussi les avancées de la science, hein, ils ont eu des enfants qui sont désirés parce que aujourd'hui, on peut choisir vraiment le moment où on fait un enfant, l'enfant est désiré, donc on veut entretenir des relations complices avec eux et avoir plein d'activités avec eux. Et à la fois, comme tu dis, il y en a beaucoup qui sont contents de ça et à la fois qui regrettent qu'il n'y ait pas le respect que eux avaient pour leurs parents, que les enfants soient plus agités, soient plus insolents. Qu'est-ce que tu peux leur répondre du coup? Qu'est-ce que tu peux leur dire à ces parents-là? Eh bien, je peux leur dire que effectivement, avant, c'était plus difficile d'exprimer nos émotions à nos parents parce qu'on ne savait pas. Déjà, grâce aux neurosciences aujourd'hui, on sait que un enfant vit des émotions et c'est important pour qu'il apprenne un petit peu à les gérer plus tard, de les exprimer et justement aller vers cette éducation, cette intelligence émotionnelle au fur et à mesure avec l'accompagnement des parents. Et aussi, on sait qu'aujourd'hui, on a un environnement qui fait en sorte que les enfants sont plus stressés. Je pense que les adultes peuvent le dire, on est plus stressé qu'avant. Souvent, je l'entends hein, quand je discute, même avec des personnes de mon âge, que la vie est stressante, surtout à Paris. Hein. C'est vrai, la vie est stressante par le travail. Quand on discute, il y a la notion du travail, mais aussi par plusieurs autres sphères. Facteurs. Facteurs comme l'alimentation, comme les perturbateurs endocriniens qu'on peut retrouver. Avant, l'alimentation, c'était pas la même qu'aujourd'hui. Hein, et puis même la qualité des aliments n'était pas la même qu'aujourd'hui. Donc, oui, la dernière fois, Isabelle Filiosa nous disait qu'un bébé naissait avec 163 produits chimiques dans son corps à sa naissance, des produits chimiques qui ne sont pas du tout naturels pour le corps humain, comme des perturbateurs endocriniens, tous les polluants, les choses qui viennent de l'alimentation ou de l'air qu'on respire ou de l'eau qu'on boit.
C'est affolant. Oui, oui, c'est très, très inquiétant et ça fait partie, voilà, de facteurs qu'on ne voit pas parce que c'est pas physique, mais souvent ça a un impact effectivement sur ce que peut vivre l'enfant, et sur comment il va grandir et et à quelle fréquence il aura des crises des crises de stress, enfin des décharges de stress, je préfère Mm. l'appeler comme ça, des décharges de stress, eh bien, c'est forcément influencé par tout ça, par tout ce qui se passe autour de lui. Aujourd'hui, on sait du coup, je disais par les neurosciences, que ce qu'il vit on sait ce qu'il peut vivre dans son cerveau. Bon, c'est pas tout parce que le cerveau c'est complexe, il y a énormément de choses à apprendre encore, mais on saura dire à ses parents que le fait de lui laisser un peu de place, de liberté dans ce qu'il peut exprimer au niveau de ses émotions et le fait de lui laisser... je me suis perdue. Je disais le fait de lui laisser un petit peu de liberté pour vivre ses émotions et et de, De pouvoir exprimer ses émotions, de pouvoir dire voilà, voilà, ce qui se passe à l'intérieur de lui. dire ce qui se passe pour lui, de le faire participer dans le quotidien de la maison. Donc, le fait de Mm. pouvoir qu'il puisse aussi mettre en place, lui, ce qu'il a envie dans la maison en accord avec les parents, Mm. et c'est lui laisser, ça permet qu'en grandissant, il devienne un adulte équilibré. Et j'appelle ça, je dis équilibré, c'est-à-dire un adulte qui est capable d'affronter le monde qu'on a aujourd'hui et qu'on aura demain, Mm. et aussi de pouvoir exprimer pleinement exprimer consciemment sa colère ou ses émotions plus Mm. tard. Mais oui, parce qu'on est nombreux, nous, de notre génération. Alors, j'ai quelques années de plus que toi, mais je suis plus autour de 40 ans. Mais c'est vrai que nous, à notre génération, on est assez nombreux à, à trouver on n'a pas suffisamment confiance en nous, qu'on se dévalorise, qu'on ne se sent pas bien dans nos baskets, enfin voilà, on traîne un certain nombre de, moi, ce que j'appelle des casseroles, en fait, hein, et qui nous empêchent parfois de vivre la vie qu'on aimerait vivre. Et, et c'est vrai que nous, de notre génération, quand on a été éduqués avec, comme tu dis, ne pas laisser les enfants exprimer leurs émotions. Donc moi, quand j'étais petite, on me disait souvent, t'es pas belle quand tu es en colère, oh, tu vas pas pleurer, t'es pas un bébé. Donc vraiment, les émotions, l'expression des émotions n'était pas la bienvenue quand j'étais petite. Et donc, on a eu tendance à se couper de nos émotions, à pas les exprimer. Donc aujourd'hui, dans la relation aux autres, ça peut vraiment être compliqué. Puis on m'a aussi élevée en me disant ah bah c'est comme ça et c'est pas autrement, tu discutes pas, je suis l'adulte. Et effectivement, parce que j'ai connu ça et parce que j'ai voulu le reproduire moi avec mes enfants et que je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas, je comprends aussi ce désarroi des parents en fait qui se trouvent pris en sandwich entre l'éducation qu'ils ont reçue qui est comme ça, qui dit mais oui mais moi je répondais pas à mon père, si j'avais dit ça à mon père je me serais pris une claque. Et puis, leur désir aussi de pouvoir plus dialoguer avec leurs enfants et ces nouveaux enfants, en fait, ces enfants qui sont effectivement aujourd'hui différents parce qu'ils veulent s'exprimer, ils veulent donner leur avis et voilà. Donc les parents, ils se sentent un petit peu pris au piège entre les deux modèles et ils savent pas trop comment s'en sortir en fait. Oui, et c'est en ça que les soutenir est important et que nos métiers qui permettent de justement aider les parents à leur rythme à ouvrir à ouvrir leur regard sur les enfants, à changer ce regard qui était avant et aujourd'hui qu'on essaye de modifier.
qui était avant quand même, l'enfant c'est un enfant, moi je suis là pour qu'il grandisse et c'est moi qui va permettre ça à l'enfant et lui il n'a rien à dire et, euh, et parce qu'il n'est pas en capacité de dire quoi que ce soit, ce sera jamais raisonné si c'est lui qui le dit. Voilà, c'est un peu vulgaire ce que je dis, mais c'est un peu ça. Comment je pourrais classifier l'éducation d'avant? C'est ça, l'éducation On d'avant. va dire autoritaire, c'est-à-dire qu'il y a une personne, qui a les parents et puis les enfants, et c'est les parents qui vont aider l'enfant à grandir et devenir un adulte. Et puis, même adulte, on reste les parents, donc il y a le respect et il n'y a rien à dire. C'est comme ça que ça se passait avant, et c'est comme ça que ça peut se passer encore dans les familles aujourd'hui, mais en ouvrant la parole aux enfants, aujourd'hui, on se rend compte qu'on leur laisse quand même de plus en plus de place. Et d'ailleurs, on s'en rend compte aussi au niveau politique. Le mouvement Greta Thunberg, 15 ans, à une époque, ça aurait été jamais possible de voir ça, de voir des ados et des enfants en politique. Ouais, qui s'engagent comme ça. Ouais. Et d'ailleurs, l'idée, donc on est coach parental et en éducation positive, du coup, notre credo, c'est vraiment l'éducation positive, l'approche empathique de l'enfant. L'idée, c'est justement d'aider les parents à être entre les deux, à être vraiment au milieu, à être ni du côté autoritaire, ni du côté trop laxiste où on dit oui à tout, mais vraiment, parce que c'est bien aussi de casser un petit peu certains préjugés ou certains mythes qui existent sur l'éducation positive. On pense que c'est du laxisme, qu'on laisse l'enfant tout faire, que la liberté, ça veut dire le laisser tout faire, alors que non, en fait. Vraiment, l'idée, c'est pas de le laisser tout faire, mais de lui laisser, en tout cas, un certain libre arbitre, et comme tu dis, le laisser participer aussi aux décisions qui le concernent ou qui concernent les règles de la famille. Et en fait, c'est là où on se rend compte que quand on le fait participer, et quand on lui laisse cette liberté-là, l'enfant est respectueux. Ce n'est pas qu'il n'est pas respectueux, c'est qu'avant, dans l'éducation autoritaire, on confondait respect et peur. Peur, oui, c'est ça. L'enfant, en réalité, quand il y a... On peut prendre l'exemple d'animaux. Par exemple, moi, je prends l'exemple des chevaux. Et tu connais bien, tu fais du cheval, voilà, toi, tu es passionné par ça. Quand je prends dans un troupeau un étalon qui chasse en général, dans les troupeaux, il y a un étalon et des juments. Et parfois, ça arrive que il y a deux troupeaux qui se croisent et parfois, voire même des mâles solitaires. Donc, les mâles solitaires, c'est les mâles qui n'auront jamais d'harem de troupeau. Et c'est un troupeau que de mâles solitaires. Et du coup, quand on voit l'étalon, il le chasse. Il le chasse, il met ses limites. Mais c'est des limites pour faire peur, pour pas qu'il rentre dans son groupe, dans son monde. Et donc, le mâle solitaire, lui, du coup, il va avoir très peur, il va fuir. Et ce qu'on voit là avec ce mode parental, donc le fait d'être autoritaire et le fait d'avoir un enfant qui a peur, en fait, il a peur et du coup, il va fuir le fait de ne pas pouvoir exprimer ce qu'il aurait pu exprimer. Voilà, tout ça, ça va s'entasser en lui. Et, c'est dommage parce que ça aurait pu être une source de relation, mettre du lien dans la relation avec les parents. Et du coup, on peut penser qu'avec avec cette éducation, il n'y a pas beaucoup de liens, il n'y a pas beaucoup de partage. Et c'est dommage. C'est ça. Surtout qu'on sait qu'après, à l'adolescence, ça risque de s'aggraver, en fait, ces problèmes, cette détérioration de liens qui peut se créer quand il n'y a pas suffisamment d'échanges, quand il n'y a pas suffisamment de liberté laissée à l'enfant. Comme à l'adolescence, c'est un âge où, du coup, l'ado a besoin encore plus de liberté qu'avant. C'est là qu'il va rentrer dans une opposition plus ou moins forte selon l'habitude qu'ont les parents de déjà le faire participer et lui donner suffisamment de liberté.
Et puis quand c'est encore, parce que là j'ai des exemples d'ados aussi, avec des parents très rigides qui veulent mettre vraiment un cadre très rigide et des ados qui, mine de rien, même s'ils sont ados, essayent voilà, enfin, respecter ce cadre. Plus tard, le souci, ce sera à l'âge adulte, il y aura plus, enfin, pas vraiment de lien, d'échange sur la vie familiale de l'adulte, sur ce qu'il peut faire, il y aura ce lien sera peut-être pas là, quoi. Donc, et c'est en ça que c'est important et que l'éducation positive, c'est en ça qu'elle est importante dans la relation parent-enfant, c'est de remettre du lien, enfin d'avoir du lien, et puis d'en remettre pour les parents qui ne connaissaient pas cette éducation positive, c'est totalement possible, mais c'est de conserver ce lien, d'en prendre soin, et puis de le réparer s'il y a besoin, parce qu'on peut aussi le réparer. C'est ça, c'est ça, et de le réparer s'il y a besoin, oui. Et du coup, on en parlait avec Julie ce matin, elle évoquait, elle, la problématique parentale, parce que l'idée, en éducation positive, l'idée, c'est pas juste de s'occuper, entre guillemets, de l'enfant, mais aussi du parent, parce que c'est aussi important que le parent se sente bien, se sente épanoui, se sente respecté. Enfin voilà, il faut que ça soit un échange qui soit égal dans les deux sens, en fait. Et effectivement, c'est important pour lui. C'est déjà pour lui en premier, pour lui, pour qu'il puisse prendre soin de lui, pour qu'il puisse être heureux dans sa vie de parent, parce que je pense que c'est ce que tout le monde a envie. Mais c'est aussi important pour la famille et l'enfant, en fait. S'il voit son parent c'est encore des neurosciences, les neurones neurones, s'ils voient son parent joyeux et qui est dans une parentalité épanouie, et bien, il y a des chances que lui, adulte, il le sera parce qu'il aura cette figure parentale. Oui, tout à fait. Le parent est est le premier modèle de l'enfant. Exactement. Et donc, on peut conseiller du coup aux parents qui sont un peu perdus, qui ne savent pas trop, est-ce que je suis trop ferme, pas assez ferme, je ne comprends pas les réactions de mon enfant, de se rapprocher d'un coach parental. Donc, il y a un annuaire, si vous tapez sur Google annuaire des coachs parental Filiosa, vous avez tous les coachs parentaux qui exercent et vous pouvez choisir, contacter un coach qui est près de chez vous s'il y a besoin. C'est ça. Voilà. Et juste pour conclure, que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain, et par cette écoute qu'on peut avoir de ces enfants-là dans la famille, par cet accompagnement de l'enfant, plus que le mot éducation, j'aime beaucoup, mais le mot accompagnement, j'aime encore plus. Le fait d'être à côté, le fait de l'aider à grandir, j'aime beaucoup imaginer cette fleur-là qui s'ouvre, c'est un peu ça. Eh bien, ça va, si on est de plus en plus comme ça va forcément amener vers une éducation non violente et plus tard à des enfants non violents adultes. Ouais. Et donc, même dans les relations qu'on aura entre nous, dans la société, ce sera beaucoup plus apaisé qu'aujourd'hui. Plus on initie ça dès tout petit, donc dès l'enfance, plus on initie la non-violence, l'empathie dès tout petit, ça va faire que le monde sera comme ça. C'est ça, les compétences sociales, les compétences Voilà. psychosociales, comme effectivement qui vont aider ces adultes de demain à avoir des relations beaucoup plus équilibrées, en tout cas, plus équilibrées, plus sereines avec les autres, sans violence et de manière plus apaisée. Donc forcément, ça va permettre de faire évoluer la société. Et de changer beaucoup de choses. Et voilà, moi, je suis plutôt optimiste à ce niveau-là parce que je trouve que
Mais en tout cas, dans ma génération, on a quand même à cœur de changer beaucoup de choses, que ce soit au niveau écologie, au niveau... il y a un renard dans mon jardin, c'est pour ça que j'ai tourné la tête, ça m'a fait bizarre. Effectivement, tu es vraiment dans la Ah nature. oui, voilà, c'est Blanche-Neige dans mon jardin. Au niveau, je disais aussi que je me suis permis. Oui, au niveau des échanges, plus, enfin, je trouve qu'on a quand même une génération, la mienne en tout cas, qui veut changer les choses et qui veut aussi des choses plus conscientes. C'est-à-dire qu'on met de la conscience dans des choses qu'on ne mettait pas avant. Par exemple, là en ce moment, on met de la conscience quand même sur tout ce qui peut être violent dans le monde, comme les violences obstétriques. J'en parle là maintenant parce que je me suis beaucoup intéressée sur ce sujet. Des choses qu'on ne parlait pas avant, des secrets de la société qui n'était même pas abordé dans les journaux, dans les médias. Et j'ai l'impression que oui, notre génération, elle initie ça et c'est chouette. C'est en montrant qu'il y a de la violence, en pointant la violence, qu'on va pouvoir changer les choses. Et c'est ce que je vois dans beaucoup de milieux ça se fait aujourd'hui. Et du coup, moi, je suis plutôt optimiste pour l'avenir, même si il y a beaucoup de négatifs. Ben, heureusement qu'on est optimiste, sinon on ne ferait pas ce travail. C'est ça. C'est ça. Ok. Bon, ben, je te remercie vraiment, Sarah, pour cet échange. C'était vraiment riche, c'était vraiment super intéressant de parler des enfants d'aujourd'hui. Et où est-ce qu'on peut te contacter ou te joindre s'il y a certains parents qui veulent te Alors, contacter? j'ai mon site sarah-boulaïd.fr. Alors j'ai une petite page, j'ai un compte YouTube mais qui est en stand-up pour le moment. Et j'ai ma page Facebook Sarah Boulaïd, coach consultante en parentalité. D'accord. Ben, je mettrai les coordonnées juste en dessous de la vidéo pour les parents qui seraient intéressés. Ou Très les bien. parents, les grands-parents, les professionnels. C'est pas que des parents d'ailleurs, hein, ce qu'on disait aussi avec Aurore, c'est que ça peut aussi intéresser. Il y a de plus en plus de grands-parents qui s'intéressent au sujet dans leur relation avec leurs petits-enfants. Moi, je vois dans mes ateliers, j'en ai de plus en plus, des professionnels aussi en contact avec des enfants. Donc voilà, c'est pas uniquement réservé aux parents. Futurs parents aussi. Et aux futurs parents, tout à fait, absolument. Les adultes qui deviendront parents dans l'année ou dans les années qui viennent. Absolument, j'aurais tellement aimé savoir tout ça avant d'avoir des enfants. Je me suis formée sur le tas, mais bon, si j'avais su tout ça avant d'avoir mon premier, je pense que j'aurais évité beaucoup d'écueils. Et oui, on Et avance oui, avec ça prend du temps, on avance avec chacun son rythme. Voilà, chacun son rythme, chacun. Et c'est OK aussi d'aller à son rythme. Merci beaucoup, Sarah. Merci Baya et puis merci à tous pour ceux qui ont écouté, qui vont écouter la rediffusion. Oui, de toute façon, oui, la rediffusion reste sur Facebook. Et puis moi, je le mettrai aussi sur ma chaîne YouTube. Je t'embrasse. Merci Baya. Au revoir. À bientôt.